Bon, on va démarrer la conférence. Bonsoir tout le monde. Juste deux mots, je vous présente les invités de ce soir. Donc Agathe Voisin et Clément Thierry, qui sont en Bonsoir. résidence à La Réunion, mais je crois que vous allez expliquer un petit peu aussi pourquoi vous êtes là et qui vont nous présenter un petit peu votre travail. C'est en tout cas ce soir une collaboration avec l'ERCA, Centre d'espace de création, de résidence d'artistes, qui est entre autres dirigé par Antoine Duvigneau, ici présent. Et voilà, c'est un des partenaires culturels de l'école. Et moi, je suis très ravi de pouvoir voilà, régulièrement faire des choses avec les différents partenaires, dont l'ERCA, qui est quand même un partenaire historique à La Réunion, qui a beaucoup œuvré. Et ceux qui étaient au colloque autour de l'œuvre de William Zitt ont pu entendre Antoine, ont pu entendre et voir aussi des choses de l'ERCA qui ont été diffusées. Voilà, bonne conférence à tous et à toutes. Je vous laisse la parole, Agathe et Clément. Merci, merci. Ah oui, Ah, ok, superbe. Bonjour, alors voilà, nous sommes Agathe et Clément. Moi, je suis plutôt, je suis plutôt artiste multitâche, c'est-à-dire dans le sens où j'exécute plusieurs tâches dans ma vie. Et, euh, et Agathe, toi, tu es plutôt... Et moi, je suis architecte et j'ai fait mes études d'architecture à Bruxelles et j'ai toujours travaillé dans l'espace public et l'urbanisme et la ville. Voilà, c'est mon milieu de prédilection, l'espace public. Et alors, bah, moi aussi, en fait, dans ma pratique, je travaille beaucoup en extérieur et ma pratique, comme vous allez le voir, elle se rejoint beaucoup des questions liées à l'architecture et l'urbanisme, d'où euh, l'idée de travailler ensemble. Et là, on est invité par l'ERCA à l'île de la Réunion, un lieu qu'on découvre, en fait, enfin, un territoire qu'on découvre, qu'on ne connaît pas encore très bien. Et pourtant, on avait envie de proposer de peut-être une réflexion, enfin, un travail qui va un peu dans le sens de ce qui nous anime à Bruxelles. Et je crois que la résidence de recherche qu'on mène, c'est pour voir dans quelle mesure nos questionnements, nos travaux peuvent rejoindre des questionnements liés à l'île de la Réunion. Euh, donc, l'espace public dérive des rêves des lieux, hein, on a intitulé euh, cette conférence comme ça. Euh, Bon, l'espace public, c'est un terme assez vague en fait pour nous et je pense pour pas mal de gens. Ça dépend vraiment du point de vue. De ce qu'on entend, il y a le point de vue un peu institutionnel, c'est un peu flou comme mot, quoi. Espace public, ça veut tout dire et un peu rien dire. Ça peut prendre plusieurs sens. En tout cas, dans le contexte bruxellois, la ville de Bruxelles, elle, en tout cas, elle est aussi un peu floue, c'est aussi un petit bordel. Se situe Bruxelles parce que nous, ce qu'on va présenter, c'est essentiellement des démarches qu'on mène à Bruxelles. Moi, en tant que, j'ai un peu un attachement dans ma pratique déjà à travailler localement, en fait, dans ce que je fais souvent. Et donc, voilà, c'était pour montrer un peu les enjeux bruxellois donc c'est une ville, une région à la fois. C'est presque un pays, mais qui n'en est pas vraiment non plus, quoi. C'est situé en Belgique, entre la Flandre et la Wallonie. Et il y a Bruxelles au milieu et une petite partie allemande à l'est. C'est compliqué, la Belgique, hein, c'est un peu le bazar. Donc, Bruxelles, il y a presque comme une sorte d'autonomie, comme ça, quoi, qui a un mélange. Qui est très multiculturel aussi, et qui est un mélange au niveau politique, au niveau culture, et, et qui est une ville aussi toujours en perpétuels travaux, qui est une ville en chantier en fait. Et cette ville en chantier, c'est depuis, ben voilà, il y a un mot qui l'a défini, c'est la bruxellisation, quoi, qui est un terme qui est rentré un peu dans le milieu de l'architecture et de l'urbanisme. Euh, Et oui, enfin, voilà, donc c'est ces différents pouvoirs politiques qui viennent
du fait qu'il y a deux langues aussi en Belgique. Là, il y a le néerlandais et le français. Il y a les partis politiques liés à la Flandre, les partis politiques liés à la Wallonie, les partis politiques liés à Bruxelles. Et puis après, il y a les promoteurs, la promotion immobilière privée. Donc, il y a plein d'enjeux un peu économiques et politiques, ce qui fait que c'est un peu un grand bordel et que c'est du mal à s'homogénéiser. Et, et donc, les constructions, des fois, se côtoient sans s'entendre, en fait. Le bâti de la ville est un peu dispersé, ce qui crée des zones très vagues, parfois des lieux où on a construit vite quelque chose qui est devenu désuet une dizaine d'années après, donc qui donne des espaces entre le terrain vague, la friche et des lieux un peu indéfinis, un peu morts, comme ça, morts dans l'œuf. Et nous, ces espaces-là, vous allez le voir, ils nous intéressent. C'est des endroits dans lesquels on a travaillé plusieurs fois, peut-être, je ne sais pas, parce que c'est dans ces zones un peu indéterminées que tout reste possible. Voilà. Et donc, Clément et moi, à Bruxelles, nous marchons, nous écoutons, nous observons, nous habitons l'espace dit public. Nous nous y perdons comme dans une forêt et nous tentons de réenchanter la ville avec l'imaginaire comme levier en composant avec ce qui traîne autour. Nous dérivons et nous rêvons. Donc, et aussi nous campons. Donc ça, c'est à Bruxelles et ça me donne l'occasion de vous parler d'un festival autogéré qui s'appelle Bruxelles Wildlife. Et donc, pendant une dizaine de jours, Bruxelles est temporairement déclarée parc national. Donc, c'est un projet collectif. Il n'y a pas d'auteurs. Les auteurs sont les gens qui participent. Et d'ailleurs, vous pourrez participer si vous venez à Bruxelles cet été. C'est à partir du 1er juillet, plus ou moins. Et donc, ce qui se passe, c'est que on marche vers nulle part dans Bruxelles. Donc ça, c'est une image collée de la région bruxelloise, qui n'est pas vraiment. Enfin, ça, c'est la forme de la région bruxelloise, avec les espaces potentiels pour y camper, y dormir. Et donc, on traverse la ville dans laquelle on vit au quotidien et on la vit complètement autrement. On la prend sous une autre expérience où on cherche les friches, les marges et on les habite. On s'installe pour une nuit, on ne sait pas où on va dormir le soir, on dort dans des espaces un peu oubliés comme ça. Et c'est très contrastant et on passe très rapidement du contexte de la ville dans laquelle on vit et qui est très vivante à des endroits juste en passant une barrière avec une faune et une flore incroyables. Là, par exemple, c'est le long des rails de chemin de fer et on est juste à côté d'un boulevard. On bivouac, donc c'est juste le temps d'une nuit. Et on bouge avec la ville. On bouge, je dis avec la ville, parce qu'on ne campe pas sur les mêmes terrains. Chaque année, on ne sait pas trop où on va aller, on découvre. Et ça, c'était une année, on a campé sur ce terrain. On voit derrière, d'ailleurs, la ville de Bruxelles avec plein de grues qui est en train de se construire, de se démolir, de se reconstruire. Et aujourd'hui, ce terrain sur lequel on est et on a campé, qui est donc en friche, c'est un parc public. Donc, on n'y campe plus vraiment parce qu'on aime bien aller dans des zones à découvrir, des zones où on ne va pas et se dépayser. Une année, moi, je l'ai fait où le matin, je partais, je roulais ma tente, je prenais mon sac à dos et j'allais au travail, à mon bureau. Et je bossais et hop, à la fin de la journée, je fermais mon ordinateur, je repartais avec mon sac à dos et j'allais camper dans une friche et c'est incroyable de vivre sa vie, sa ville au quotidien complètement autrement, de découvrir des quartiers et de la découvrir oui, sous un autre regard. Ici, on est sur donc Clément, il vous parlait de la spéculation et de la promotion immobilière qui a une place toute particulière à Bruxelles en lien avec la politique. Et ici, c'est un terrain donc, qui est un terrain privé
Et donc, il y avait un projet de bâtiment. Ils ont commencé à creuser les fondations et ils ont percé la nappe phréatique qui est remontée à la surface. Puis, il y a dû y avoir des histoires de budget. Le projet a été temporairement abandonné et ça s'est transformé en un grand marais et a surgi de manière autonome une grande biodiversité. Et cet espace a commencé à vivre et à devenir magique et on est en plein centre de Bruxelles, hein. Et nous, on est allé y camper et on a construit un radeau avec ce qu'on trouvait autour, qu'on voit là sur l'image ici, pour rentrer dans un bâtiment abandonné. Et ça, c'est un terrain qui existe et de nouveau qui va peut-être dans les prochaines années bouger puisque il y a un promoteur qui veut voilà, reprendre le terrain et construire un nouveau projet. Donc Bruxelles, ça bouge beaucoup et nous, on bouge dans nos projets pas mal aussi dans ces interstices qui se font et on vit là dans ces coins. Oui, c'est vraiment, là, c'est vraiment une randonnée, comme si on allait randonner au plateau, sauf que c'est dans la ville, quoi. On part en vacances, quoi, vraiment, dans ce projet-là, qui nous appartient pas du tout, hein. Ouais, ça, c'est important de noter. Je pense qu'on participe aussi à plusieurs projets qui ne nous appartiennent pas forcément. On creuse aussi cette idée que l'artiste, c'est pas forcément un individu, ça peut être aussi un collectif, voire on cherche parfois à s'effacer derrière le collectif. C'est pour ça qu'on voulait aussi présenter ce projet en premier. Euh, Là, on peut continuer avec un autre projet là, qui est plus moi qui ai réalisé ce projet avec Chloé Skeleton, une personne avec qui je travaille beaucoup, qui est un peu mon binôme d'artiste à Bruxelles. Et d'ailleurs, on tend à devenir qu'une seule personne, on aime à dire ça, quoi. Aussi dans une expérience de confondre les identités des auteurs. Et on réalise ensemble des expériences de vie. On appelle ça des expériences de vie parce que c'est vraiment ça qu'on fait, euh, une expérience de vivre, en tout cas autrement, quoi. Autrement que dans la norme, en fait. Par exemple, là, on est allé habiter pendant une semaine sur ce rond-point dans plein cœur de Bruxelles. Ce qui est aussi, lui, un espace un peu vague. Alors, on ne peut pas dire que c'est vraiment une friche ou un terrain vague, mais c'est un rond-point où le centre a un peu été laissé pour compte. Les buissons, la nature a un peu repris son autonomie. Et, euh, et voilà, nous, on a tenté de disparaître à l'intérieur. Parce que les enjeux de nos expériences de vie, c'est toujours d'abandonner le monde trop humain pour avoir un autre regard dessus et pour disparaître en son sein tout en restant dedans et avoir voilà, ça, un autre regard, un autre point de vue. Un peu une sorte de retraite pour observer le monde dans sa frénésie productiviste pendant que nous, on glande au milieu de ce rond-point. Alors, on est parti vraiment avec pas grand-chose. Et dans toutes nos expériences, on part avec pas grand-chose, voire rien. C'est des moments très spontanés. Vraiment, ça rejoint un besoin de faire ça, un besoin de sortir du quotidien, quoi, et de tout réinventer, tout réexpérimenter. Réexpérimenter notre rapport à la nourriture, au sommeil. euh, et donc, sur ce rond-point, on a disparu au milieu de l'agitation urbaine et on a juste trouvé une spatule en marchant jusqu'à ce rond-point avec laquelle on a commencé à creuser un trou. Puisque si on reste dessus, il faut revisiter un peu à chaque fois. Ça nous amène à revisiter comment on va dormir. Alors, on s'imagine à chaque fois des nids ou des alcôves propres pour accueillir notre sommeil et notre petit confort, quoi. On aime déplacer notre confort. Alors voilà, là, c'était notre canapé euh, temporaire. Puis on a continué à creuser ce trou-là. On est vraiment, on navigue on est vraiment des ouvriers lascifs. On part avec rien aussi. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que comme on part avec rien, on n'emmène pas de nourriture non plus. On en profite pour jeûner, quoi. Ça prend vraiment la forme d'une véritable retraite, un peu comme ça, retraite du monde.
on jeûne et on boit, on emmène juste de l'eau, des bouteilles d'eau. Et dans ces moments de jeûne, euh, comme on ne bougeait pas, on restait sur notre rond-point à creuser. On navigue vraiment entre le sommeil et l'éveil. Donc, on travaille vraiment très, très mollement, très lentement, mais on bosse quand même un peu. Et on a trouvé aussi une bâche plastique qui nous a permis d'éviter la pluie. Et là, on a fait une sorte d'étayage avec les brindilles qui restaient pour pouvoir creuser notre trou. Ça, c'est Chloé, du coup, qui glande au fond du trou. Et voilà, là, c'est notre bâche plastique qu'on a mis à la fin pour se couvrir, se protéger de la pluie qu'il y avait. Et voilà, donc là, c'était notre alcôve, notre capsule dans laquelle on a dormi, glandé, écrit, parce qu'on écrit aussi beaucoup. Et notre support devient un peu notre abri, cette bâche sur laquelle, qui nous protège de la pluie, ça devient vraiment là-dessus sur lequel on écrit ce qu'on perçoit du monde extérieur, ce qu'on perçoit dans cet état de retraite. Parce que ce qui est intéressant à se mettre dans cet état-là de jeûne, de partir avec un de retraite, c'est qu'on voit le monde complètement différemment. On écrit aussi différemment. On n'écrit pas du tout de la même manière quand on est dans un trou au milieu sur un rond-point que derrière à son bureau. Donc c'est aussi ce contexte de mise en situation qu'on recherche pour un peu questionner notre rapport oui, à tous nos besoins vitaux, notre confort, le côté consumériste de tout le monde. On le regarde comme ça de loin, quoi. Et donc, on est vraiment sorti du temps. On a eu vraiment l'impression de sortir du temps, que c'était vraiment une capsule qui nous enlevait ouais, du temps et presque de l'espace aussi. C'était presque un voyage aussi. Et nos textes sont aussi complètement imprégnés du sommeil. On confond volontiers l'état de sommeil, l'état de veille, quoi. Donc, c'est très influencé par nos rêves, par exemple, aussi, quoi. Et ça, on aime, moi, personnellement, dans ma vie quotidienne, je ne fais pas trop. Pour moi, ce que j'ai rêvé, c'est tout aussi réel, quoi. C'est tout du vrai, quoi. Et là aussi, quoi, là, on le ressent en plus. Donc, on a aussi beaucoup écrit sur les bouteilles d'eau, comment on buvait des bouteilles d'eau. Voilà, ça, c'était les bouteilles d'eau qui nous restaient. C'est devenu aussi des supports pour nous sur lesquels on a pu écrire. Parce que, comme voilà, nous, on aime bien faire avec ce qu'il y a, ce qui traîne. En fait, dans tout ce qu'on réalise, on construit avec ce qui traîne, les matériaux disponibles. Là, en l'occurrence, c'est ces bouteilles d'eau. Voilà, le temps tourne. Ah, ça fait un truc bizarre. Bon. Non, ça ne va pas marcher. Voilà. Bref. Un autre projet Ouais. là qu'on a fait avec Agathe. Donc, ça, c'est le Buratinas Christmas Tree. Donc, c'est un projet qu'on a fait Clément et moi, c'était en octobre. Et alors, c'est l'histoire d'un arbre. On est allé à la rencontre d'un épicéa euh, et qu'on est allé chercher et qu'on a ramené à Bruxelles En bateau. en bateau. Alors, donc, en haut, vous avez Bruxelles. En bas, vous avez Ivoire, la forêt où on est allé prélever cet épicéa. En voiture, on met 1h30 pour faire Bruxelles-Ivoire. Et nous, avec notre embarcation, on a mis 2 semaines. On a mis 2 semaines, donc on est parti chercher cet arbre qui est un épicéa qui est dans cette forêt des Ardennes, dans le sud de la Belgique. Il
faut savoir que les Ardennes, il n'y avait pas de forêt avant, il y a très longtemps, et c'est les hommes qui ont implanté des épicéas, qui ont commencé la monoculture d'épicéas, en tout cas de résineux, pour la culture du bois. Donc l'homme a fait venir ces arbres. Et aujourd'hui, les monocultures posent problème, puisque ça crée, quand il y a une maladie, c'est ce qui se passe actuellement, la crise du scolyte, ben, ça fait perdre, enfin, toutes les espèces meurent. Donc, Le, on recherche la diversité. Oui. le scolyte, c'est un petit insecte qui bouffe les épicéas dans les Ardennes en Belgique. Et c'est vraiment un problème. Et donc, il- pour des questions de gestion forestière, ils décident d'abattre des épicéas. Et nous, on est allé chercher un arbre et essayer de le ramener à Bruxelles pour en prendre soin. Donc, on part en bateau. Ça, c'est le bateau avec lequel on est parti. Donc, c'est un tout petit bateau en bois qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc, il avance très lentement. C'est pour ça qu'on a mis 2 semaines. Et il avance en fait à la vitesse de la marche. Et donc, nous partons sur les canaux belges à la rencontre de cet arbre. Et nous sommes très lents, nous sommes minuscules et on croise des péniches de marchandises énormes qui transportent aussi des matériaux. On avance donc tout doucement. C'est un voyage où on réfléchit, on se pose pas mal de questions justement sur la question de la monoculture, d'aller chercher un arbre, de le ramener. Mais aussi, à cette période-là, on approche la période de Noël, et l'épicéa, c'est aussi le symbole de l'arbre de Noël. Et en Belgique, il y a des monocultures d'épicéa pour cet arbre qu'on vient couper et mettre dans notre salon pour 2 semaines et après brûler. Et donc, ça nous pose aussi question. Euh, donc, et toute la question de la... Voilà, on se pose plein de questions. La question de, en fait, Ah oui, de la gestion forestière, c'est ça que je voulais dire. Ah oui. On croise des univers très différents parce qu'en fait, les canaux en Belgique, ben, c'est utilisé pas mal pour les marchandises, mais aussi le transport des déchets de métaux, et on voit des paysages complètement fous. Et donc là, par exemple, c'est une pile de matelas à ressort. Et ça nous fait réfléchir de nouveau à nos modes de consommation, à nos modes de déplacement. Et on envisage sur ce petit bateau très lent notre rapport à l'espace et au temps à l'échelle de nos corps, puisqu'on avance doucement on se déplace sur un tout petit espace. Ensuite, on arrive à Bruxelles avec ce sapin. Et on décide d'organiser une procession d'enterrement, donc pour aller le mettre en terre. Et donc on fait une marche vers un lieu qu'on peut appeler. Donc là, en fait, c'est une petite vidéo qui n'est pas la procession d'enterrement, mais qui est le sapin qui se déplace sur le bateau. Le sapin qui vole sur les canaux belges. Pendant 5 jours, il a vogué comme ça. Bon, je vais continuer sur la procession d'enterrement, mais c'est très étrange pour un arbre de se dire qu'il se balade comme ça sur l'eau. Mais donc cette procession d'enterrement, on l'organise sans autorisation et on va enterrer cet arbre dans l'espace public de manière sauvage, on va dire. Et à l'occasion du solstice d'hiver, on lui fait sa fête. Donc le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue et la journée la plus courte, et c'est un peu la fête du renouveau, puisqu'après ce solstice, c'est le printemps qui vient. Et donc, nous, on fait de ce sapin de Noël l'arbre du renouveau. Et vient aussi cette question de savoir, nous, on a voulu sauver cet arbre, ou en tout cas le rencontrer, en prendre soin et essayer de lui donner une deuxième vie. Mais est-ce qu'à Bruxelles, il va être accepté là, dans ce nouveau terrain ou par les autres arbres? Est-ce qu'il va survivre dans un milieu qui n'est pas le sien? Est-ce que les rencontres vont bien se faire? Est-ce qu'il va être abattu dans 6 mois, 1 an, pour en faire un sapin de Noël à Bruxelles? Voilà, toutes ces questions qu'on s'est posées, mais c'est surtout aussi un voyage quoi, qu'on a fait.
Oui, oui, c'est un voyage. Oui, bah, oui, il y avait vraiment cette démesure entre nous, petites embarcations qui fonctionnent à l'énergie solaire, et les grosses péniches industrielles qui passent chargées de matériaux. Il y avait un peu cette blague, en fait, blague poétique de ce petit, ouais, de l'échelle, quoi, de ce petit truc-là qui a une espèce de quête dérisoire d'aller replanter cet arbre qui doit être déplanté de son terrain, d'aller le sauver, entre guillemets. C'est pas vraiment le sauver, mais c'est en tout cas de, ouais, d'avoir une sorte d'histoire avec lui pour le replanter à Bruxelles. Et parce que l'endroit d'où il vient, en fait, c'est comme en réponse à la culture de la monoculture. Il y a pas mal de gardes forestiers qui se sont rendus compte que finalement la culture mixte, c'était quand même plus viable à long terme, notamment par rapport à l'appauvrissement des sols, et que voilà, donc c'était une parcelle en fait où les petits épicéas qui renaissaient des rejets des anciennes monocultures devaient être enlevés pour laisser la place en fait à d'autres espèces et repeupler une parcelle plus mixte. Euh, voilà. Et je rajoute aussi que le petit bateau est aussi un lieu de résidence en fait à Bruxelles, quoi, ce petit bateau de résidence artistique. Ça, c'est un autre projet qui s'appelle Lanterne Férale, que j'ai réalisé également avec Chloé Skelton. Le contexte, bon, ça, c'est tout récent, là, c'était en décembre. Ah, ça va. C'était en décembre, en décembre 2022. Voilà, exactement. Le marché. Ouh là là. Ok. Ah, le marché de Noël de Bruxelles. Voilà. Donc, nous qui réalisons des expériences de vie de retrait complet sans rien emmener, en composant avec Citraine, donc sans argent. Voilà, on en a fait plusieurs dans des friches, des zones comme un rond-point ou près de l'autoroute. Et là, récemment, on en a fait une vraiment à l'opposé. C'est le temple de la consommation à Bruxelles, le marché de Noël bruxellois, où il y a des gens qui viennent de toute l'Europe, voir si c'est pas plus loin pour voir ce truc. Et ils nous ont aussi implanté pendant 4 jours, mais juste à la journée, hein, de 13h à 20h, dans ce marché de Noël. C'était une invitation d'un festival qui s'appelle Féral, d'où le nom Lanterne Férale. Alors, le festival s'appelle Féral et nous, on a choisi Lanterne Férale parce que féral, c'est un mot qui nous parle beaucoup et qu'on avait déjà utilisé dans des textes qu'on a écrits avant. Euh, ça signifie en fait, ça s'applique plus aux animaux. Ça signifie un animal domestiqué qui retourne à l'état sauvage. Par exemple, on parlera des chiens féraux. Euh, et Féral, donc c'était un festival qui invite plusieurs des artistes, mais pas que, des rencontres autour de cette idée de comment en sauvager, entre guillemets, la ville. Je n'aime pas forcément trop ce terme-là, mais oui, comment voilà, ramener ouais, de la nature en ville, ou les rapports, en tout cas, entre nature et campagne et ville. Là, donc, on a habité dans ce nid, cette lanterne. C'est une lanterne, on l'appelait lanterne parce que, vous allez le voir après, en fait, elle brille, hein, comme à Bruxelles, en décembre, il fait nuit à 16h. C'est aussi le marché de Noël, tout ça, toute cette période, c'est aussi un peu la fête des Lumières, tout ça. Donc, on a, on a voulu habiter dans une grosse boule de Noël en matelas. On ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être parce que par notre intérêt pour le sommeil, euh, comme vous l'avez vu sur le rond-point, on est vraiment cette idée d'être toujours entre le sommeil et l'éveil. Ça, c'est un truc qui traverse notre pratique. Euh,
Et on a tendance à dire que dormir, c'est souvent la solution à pas mal de problèmes. Hein, si vous posez des questions, c'est un problème pas facile à résoudre, allez dormir. Et ça, c'est un peu voilà ce qu'on aime dire. Euh, et hum, donc le matelas, c'est aussi un matériel qu'on trouve partout à Bruxelles. Alors, je ne suis pas sûr qu'à l'île de la Réunion, ça soit pareil, en tout cas au port ou dans les grosses villes. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas à Bruxelles, c'est dingue. On trouve des matelas à chaque point de rue, comme ça, abandonnés dans la rue. Donc, ce sont que des matelas récupérés dans la rue, nettoyés et assemblés pour en faire une alcôve dans laquelle on a passé du temps. On a passé du temps à l'intérieur, mais on sortait aussi à l'extérieur. On allait arpenter le marché de Noël avec nos tenues de couette. On était vêtus aussi avec des couettes, hein. Et au milieu de cette frénésie du marché de Noël, nous, on était vraiment les dormeurs professionnels à errer mollement, à être vraiment le contre-pied quoi, de cette énergie consumériste. On prenait le contre-pied. Euh, mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la critique en soi, quoi. C'est plus d'essayer de proposer de proposer voilà, des contre-pieds, de réajuster, de trouver à chaque fois des manières astucieuses de porter un autre regard sur le monde. Et là, on passait beaucoup de temps à écrire aussi à l'intérieur, au milieu de ce tumulte. Voilà, et on a dessiné aussi, on a peint un vol de pigeons à l'envers qui tombe, parce qu'on était juste en face du monument dédié aux pigeons soldats. Parce que donc le pigeon soldat, c'est des pigeons qui étaient élevés jusqu'à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle par l'armée pour en faire des pigeons voyageurs. Donc, c'est des pigeons d'élevage. Et alors, il y a en fait les pigeons qui habitent les villes, les grosses villes aujourd'hui, viendraient en partie de ces pigeons qui étaient autrefois élevés, qui ont été ensuite libérés et qui se sont en quelque sorte féralisés. Et nous, ça nous parle beaucoup parce que on aime aussi avoir des références au-delà du monde humain, donc dans le monde animal aussi, quoi. C'est cette idée de revenir à l'état sauvage, mais tout en continuant à habiter la ville, à vivre un peu au, au- en, en symbiose avec les humains, quoi, comme ça. On a noué ces matelas avec des grosses coutures, des coutures grossières faites avec des bouts de toile à matelas découpés. Et oui, aussi, en fait, là, elle est sur roulette, hein, elle est mobile. Parce que chaque matin, on la traînait et chaque soir, on la renlevait. On avait fait du coup des petites fenêtres hein, pour pouvoir laisser passer la lumière, puisque à la tombée de la nuit, donc on l'éclairait comme ça. Et alors, on faisait des lectures et aussi des petites berceuses pour une sorte de berceuse à la ville, en fait, pour soigner un peu du stress de la ville. Je vais repasser un petit extrait vidéo. Donc là, à chaque fois, on la ramenait comme ça, qu'on la traînant. On prenait bien soin de laisser nos chaussures avant d'entrer, comme dans toute bonne maison.
Puis on pionçait. À chaque fois qu'on travaille, en fait, on en profite pour pioncer. Donc les petites berceuses attiraient le chaland comme ça. Et alors, on en profitait pour leur donner des tracts comme ça, des textes qu'on écrivait sur place. Voilà. Et je vais rapidement vous lire un de ces tracts. C'est très court, rassurez-vous. On habite dans un monument. Ce monument est mou. Nous croyons au mou. Le mou épouse les aspérités de ce qui l'entoure. Il en prend soin. Nous voulons soigner par le mou, le doux, les berceuses et le sommeil. On passe, spectral, vêtu de nos couettes, au milieu de la foule. Ici, ça sent grave l'humain. On nage dans un étrange bonheur dégoulinant de fausses neiges. Nous pouvons décider de tout abandonner. L'idée astucieuse, c'est d'habiter les déchets. Nous pouvons vivre luxueusement sur les gravats de notre monde. Nous pouvons abandonner joyeusement la civilisation. Penser à dormir et joyeux abandon. Donc ça, c'était le genre de texte qu'on pouvait lire et distribuer dans le marché de Noël. Notre idée, c'est vraiment de se dire que on vit dans une certaine norme, dans un certain confort, mais que d'autres modes de vie en fait sont possibles et d'autres habitats, d'autres maisons, et que tout le monde peut faire des expériences. En fait, on n'a aucun dogme. En fait, on ne veut pas donner la leçon du recyclage ou on ne veut pas dire il faut tous habiter dans des alcôves de couettes. C'est pas ça. Notre message, c'est que c'est vraiment il y a d'autres choses, d'autres modes de vie possibles. On peut ne pas manger et faire des jeûnes. D'autres modes de vie sont possibles. Et tout le monde peut expérimenter son propre mode de vie. Il y a des tas d'expériences à faire au niveau du quotidien, de sa fonctionnement au quotidien, quoi. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. À la fin de cette expérience, on s'est fait un peu virer du marché de Noël. On était trop bizarre, je crois. Mais c'est ce qu'on voulait, être un peu bizarre. Ramener un peu de bizarre dans cette temple de la normalité, quoi. Et on a migré. Bon, en fait, c'était prévu, on devait migrer. On voulait justement avoir ce côté un peu féral, se féraliser un peu en quittant ce centre et en allant rejoindre. On a croisé des enfants qui avaient des lanternes aussi sur la route. Et en allant rejoindre une zone un peu plus, ouais, un peu moins définie, une espèce de potager négligé dans un coin de Bruxelles, où là, on a organisé un petit dîner frugal avec ceux qui nous avaient suivis, uniquement à partir de nourriture récupérée dans les poubelles des supermarchés bio là où notre lieu de travail, quoi, du centre de Bruxelles. Et on fait aussi beaucoup de choses avec la nourriture, de la récup de nourriture. Voilà, c'était très sympa. Alors, merci Clément. Maintenant, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Walking Madou que j'ai fait avec Suède 36. C'est un projet super, super, mais qui a posé beaucoup de questions par rapport à l'espace public. C'est un projet qu'on a monté dans l'urgence sur une voirie en très peu de temps, en un mois et demi. Ça a été décidé presque une semaine, on a dit ça, et un mois et demi après, il y avait un projet, c'était fait. Et c'est parce que je pense que c'est parce que ça a été fait dans l'urgence que ça a été possible aussi. Donc il y avait des travaux d'égout sur une voirie qui est la chaussée de Louvain.
à Bruxelles. Donc ça, c'était en 2009. C'est une chaussée, c'est traditionnel dans le centre de Bruxelles, avec ses commerces, ses trottoirs, ses voitures et sa voie de bus. Et il y a eu des travaux, parce qu'on est en train de comme c'est une ville qui est toujours en travaux, ben, à un moment, on a fermé cette voirie pour refaire tout le système d'égouttage. Sauf que donc ça a généré des changements de circulation et de mobilité, et tant que les voitures et les bus étaient détournés, il y a eu comme un pied dans la porte pour expérimenter quelque chose dans l'espace public. Et on a fait une expérimentation d'un piétonnier sur cette chaussée. Et très vite, on en est venu à peindre en jaune toute la chaussée. Donc, c'est le jaune des travaux de voirie qu'on utilise normalement quand il y a des travaux temporaires. Et comme c'était un piétonnier temporaire sur la voirie, ben ça s'est passé comme ça, mais sauf qu'au lieu de mettre des lignes, on a tout peint en jaune, comme si tout d'un coup, il n'y avait plus de trottoir, il n'y avait plus de voirie, il n'y avait plus de hiérarchie, et ça devenait une grosse mer jaune. On a mis des manchons à air parce qu'on se retrouve, alors c'est toute une chaussée, et en haut de la chaussée, il y a une très grande tour, il y a plein de vent, donc c'était aussi ça, mais on a aussi utilisé pas mal les 3 voitures qu'on voit, c'est des voitures qu'on a chopées à la casse, qu'on a remplies de végétation. Alors, bon, je vous explique après, mais donc c'était un peu dire, bon, bah voilà, les voitures maintenant ne passent plus ici. Donc ça, c'était les voitures qu'on voyait. C'est dans un quartier à Bruxelles qui s'appelle, donc Bruxelles, c'est 19 communes, qui est Saint-Josse, qui est une commune qui accumule les records puisqu'il y a 153 nationalités, 60 langues qui y sont parlées, et c'est la commune la plus dense, la plus petite et la plus pauvre de Belgique. Donc, autant vous dire que l'espace public et l'espace commun dans lequel on peut se retrouver, ça a un rôle assez important. Et donc, toute l'installation s'est faite très vite. Et voilà, quelques semaines plus tard, ce qu'on pouvait voir depuis Google Maps. Donc, toute cette chaussée, avec cette intervention fermée. C'est une intervention avec très peu de moyens, puisque ça a été fait très rapidement, mais ça fait énormément parler. Et je pense que même s'il y a eu des gens extrêmement pour et des gens extrêmement contre, ça a amené un débat sur la table. Et je pense aussi que c'est très rare. En fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est complètement dingue qu'on ait pu faire ça en très peu de temps, et surtout qu'on ait pu faire ça. Enfin, imaginez, je ne peux pas imaginer qu'à Paris, tout d'un coup, ça prendrait des mois pour se décider qu'on va faire ça. C'était un projet un peu dingo, et c'est génial que Bruxelles soit tellement complexe que ça ait pu exister, parce que tout d'un coup, il y a des failles, des espaces de marge, des espaces de possibles et des espaces d'expérimentation. Et alors, ce qui s'est passé, ça, c'est la photo de la même chaussée que je vous montrais là, en 2009, avec on reconnaît le mot Pator là, du café. Donc, c'est le même endroit, mais sauf que là, tout d'un coup, la vie de la rue a repris un peu ses droits, et les cafés ont sorti les chaises, et les piétons sont venus se balader. Les enfants se sont mis à jouer. Il y a eu plein de choses. Donc, des enfants qui venaient jouer. Il y avait des chaises de café qui étaient rivées dans le sol. Donc, euh, en- moi, ce que j'aime bien dans l'espace public, c'est que ça soit un espace de rencontre et un espace social. Et c'est un truc que j'ai l'impression qui existe encore à La Réunion. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, mais justement pour en parler après, mais à Bruxelles, ça s'est pas mal perdu. Et tout d'un coup, pouvoir créer des endroits où on peut se rencontrer, c'était important. Voilà, les enfants qui s'emparent aussi de l'endroit. Ça a été aussi pendant l'été, ils ont sorti au milieu de la rue, donc un écran, c'est devenu je crois que c'était une fois par semaine, il y avait une projection de film, il y a eu des fanfares, il y a eu aussi, ça a été, il y a eu plein de créateurs autres qui s'en sont inspirés, il y a eu une pub, il y a eu en bas, on voit, c'est
un extrait d'un clip de rappeur qu'on a trouvé sur YouTube, qui a commencé à faire son clip là-dedans. Il y a une BD d'un mec qui dit qu'il arrive à Bruxelles et qui se retrouve dans cette mer. Donc finalement, ça crée aussi d'autres enfin, ça crée des échanges, des interventions. Mais donc, comme je vous disais, la vie urbaine a repris ses droits, mais donc on a fait mais ça posait aussi des grosses questions politiques. Et comme à Bruxelles ou comme partout, hein, la politique, c'est les partis s'emparent d'un truc ou d'un autre pour se taper sur la tronche. Bon, bah là, donc on a eu ça a créé un débat. Il y avait des gens extrêmement enthousiastes qui nous soutenaient à fond et des gens qui étaient contre et qui n'ont pas hésité à balancer des tomates. Donc, il faut être un peu solide et croire en ce qu'on fait. Mais ce qui était hyper important, c'est que ça a mis sur la table un débat qui était l'espace public et la place des citoyens. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben, ça ne laissait pas indifférent. À l'étranger, des gens disaient mais c'est génial ce qui se passe à Bruxelles, c'est une ville qui bouge, c'est incroyable ce que vous faites, nous chez nous ça bouge pas, comment vous arrivez à faire des trucs pareils alors que à Bruxelles c'était ouais mais putain enfin, punaise voilà bah, enfin, c'est comment est gérée cette ville, c'est n'importe quoi, tout d'un coup on bouche une rue, on la peint en jaune, les voitures peuvent plus passer, donc bon voilà, ça a créé un gros débat. Mais ça a aussi permis donc, des changements assez radicaux à Bruxelles où les citoyens ont commencé à s'emparer du fait que l'espace public pouvait être aussi vivant et leur appartenir aussi, et le droit de réinvestir l'espace public. Et donc, il y a quelques mois après, un espèce de mouvement qui est né où il y a des gens qui ont commencé à pique-niquer sur les boulevards du centre-ville de Bruxelles, qui est un énorme boulevard passant, en disant bah, aussi cet espace public, c'est aussi celui de tous. Et donc, ça se posait aussi la question du partage. Et voilà, c'est un projet qui a été assez fort dans le débat et qui a permis de faire prendre conscience de pas mal de choses. Et les choses bougent, pas toujours dans le bon sens, mais en tout cas, ça bouge. Là, c'est un autre projet réalisé avec Chloé euh, qui s'appelle l'expérience de vie, s'appelait Habiter le reste et la pièce qui en est restée, parce que des fois il reste des pièces, s'appelle Chambre molle. Euh, c'était aussi là, c'est une expérience en intérieur, dans une espèce de bâtiment désaffecté, parce que on alterne souvent alternance extérieure plus et expérience intérieure. Euh, on nous avait invité à penser à un projet aussi participatif de co-création avec les habitants et habitantes d'un quartier, du quartier Wills à Bruxelles. Et on a décidé, à chaque fois, de faire avec ce qui traînait autour. Et bon, il y a des matelas, mais il y a aussi dans ce coin-là particulièrement énormément de vêtements qui traînent dans la rue. Euh, et donc, on a très vite décidé, bah, tiens, on va composer avec les vêtements qui traînent dans la rue. En fait, composer avec ce qui traîne, ce qui est autour de nous, ce qu'on peut ramasser, ça nous paraît en fait l'évidence. Enfin, les oiseaux, ils font ça, ils vont chercher les petites matières qui les intéressent, ils les ramènent pour composer leur nid. Nous, c'est un peu dans cette même idée qu'on construit, quoi. Encore une fois, ça va, c'est pas qu'un simple recyclage, c'est juste parce que c'est là, c'est disponible. Il suffit de se baisser pour le ramasser et construire avec. Pas besoin d'aller à bricolage, au magasin de bricolage, acheter du placo-plâtre. Là, justement, on a décidé de faire des planches de placo-plâtre en vêtements. Mais d'abord, on a commencé par faire de bonnes siestes sur ces tas de vêtements récupérés, hein, et, et aussi jouer des petites berceuses pour s'endormir soi-même. On les lavait, les vêtements, bien sûr.
Et puis les habitants venaient nous en donner aussi. En fait, les habitants, on avait été vraiment ouverts avec pignon sur rue. Donc les habitants pouvaient rentrer tout le temps. Ils étaient curieux de ah, bah, qu'est-ce qui se passe ici. Il y avait des sans-abri des fois qui venaient se servir en vêtements, alors qu'on était pourtant juste à côté de la Croix-Rouge, qui des fois ici nous filait ce qu'ils ne pouvaient pas donner ou ce qu'ils ne pouvaient pas revendre. Ils ont aussi des poubelles, la Croix-Rouge. Nous, on prenait ça. Et, euh, et il y a aussi des habitants qui venaient nous ramener leurs vieux vêtements et construire aussi avec nous. Construire cette pièce, la chambre molle. Voilà, donc on assemblait les vêtements, on les découpait, on les ouvrait un peu comme des peaux d'animaux, là, comme ça, quoi, et après on les nouait ensemble et avec les vêtements eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on découpait des bandes de tissu là, dans les vêtements. Et à l'aide d'une trouteuse de bureau, une perforatrice, on faisait des trous dans les bords des vêtements qu'on assemblait en faisant de la couture. La couture revient souvent dans notre travail, on l'explore de plein de manières différentes, pas forcément de la couture à l'aiguille. Mais quoique, il y en avait aussi de la couture un peu à l'aiguille, puisqu'on proposait aux enfants de faire des doudous avec leurs vieux vêtements. Alors, ils venaient, ils composaient leur forme et ils repartaient avec leur doudou. Donc, leurs vieux vêtements avaient été continué à les accompagner. Voilà, l'exposition de doudou. On l'a ensuite remontré cette pièce dans plusieurs endroits, notamment en extérieur, aussi dans des expos. Là, c'était sur une petite place pendant un festival, ça a duré 3 jours. Et elle servait un peu d'endroit pour chiller, quoi, pour se poser, siester. Parce que voilà aussi la fonction de cet endroit, c'était aussi un endroit de sieste publique. L'endroit où on l'a construit avant, on était toujours ouvert et il y avait des gens qui pouvaient passer, faire une petite sieste, rien faire. Parce que c'est vrai que des endroits dans la ville, par exemple, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me promener dans la ville et d'avoir un petit coup de barre. Et en fait, c'est compliqué, quoi. Si tu vas au bar et tu t'endors sur la table, mais c'est mal vu, ou tu t'endors par terre, mais donc c'est pas tout le temps hyper confortable. Là, une petite pièce un peu douillette, molle, dédiée au sommeil. On trouvait ça intéressant de proposer ça. Et elle était aussi occupée pas mal par des enfants pour se poser. Et bah, des fois, jouer un peu, mais jouer tranquillement avec des espèces de petits trucs mous, petits modules mous. Voilà, c'est vrai qu'on aime beaucoup les choses molles. Et comme c'était des vêtements, c'était enfilable aussi. Ça faisait aussi un vêtement collectif. Et pour le décrochage, on l'a proposé aux gens qui étaient. On a fait une petite invitation et les gens qui étaient venus, on leur a proposé d'enfiler en fait notre chambre molle et de faire une procession dans la rue pour la ramener à son lieu de stockage. Et à chaque fois qu'on l'expose, maintenant, c'est devenu une petite tradition, le décrochage, et au sens propre, on coupe les 4 coins, les 4 fils là, qui accrochent la tente. Il y a 4 liens, hein, c'est juste accroché en 4 liens. Et hop, on la transporte en vêtements collectifs. Alors là, c'est donc de nouveau un projet dans l'espace public. Enfin, ouais, de nouveau, il n'y a que ça. Mais sur un boulevard dans le centre de Bruxelles, qui est un boulevard occupé donc dans un quartier très dense, très populaire. Le boulevard central est occupé par un énorme parking. Et entre ce parking, de chaque côté, tu as 3, 4 voiries de voitures, puis une piste cyclable, puis le trottoir. Et donc, il y a un collectif d'habitants qui a dit, ben, en fait, nous, on aimerait pouvoir avoir un peu de place. Ça a été, s'est lancé, donc au centre, il y a une belle allée d'arbres et s'est lancé le projet de faire le plus long banc. Ils ont réussi à essayer de récupérer un peu de place. Donc, pour essayer de retrouver un peu d'espace commun et d'espace public pour les citoyens.
Donc, on s'est mis ensemble. Donc, c'était ouvert à tout le monde, les habitants, les associations, tous ceux qui voulaient participer pour faire un immense banc. Et l'idée, c'était de faire, attention mon anglais, the longest bench of Brussels, donc le plus long banc de Bruxelles. Et donc, il fallait des associations, des habitants, des gens comme moi. Moi, enfin, tous ceux qui voulaient participer, on s'est mis ensemble, chacun, on a fait 10 équipes qui construisaient chacun un module qui avançait. Et alors, la ville mettait à notre disposition des bordures de trottoirs, des éléments qu'elle avait en fait dans ses stockages qu'elle n'utilisait pas, des trucs en béton là, pour séparer les voiries, des poteaux tous des poteaux, des machins, et du bois. Donc avec ça, on a construit un banc qui avait chaque banc était différent. Il y avait des gens qui ont travaillé avec des chambres à air sur lesquelles on pouvait sauter. Il y en a qui ont fait des tables de pique-nique. Il y en a qui ont joué avec des cordes. Il y en a qui ont fait, là, on peut voir un livre d'histoire géant sur un banc livre d'histoire. Et donc ce banc était continu tout le long de ce boulevard. Et ça a duré, je crois, presque 6 mois. Donc là, voilà, c'est avec d'autres chaises récupérées. Et on voit un peu là sur cette photo l'allée de platane dans laquelle se trouvait ce grand banc, qui était bien ignoré des habitants puisqu'on n'y allait pas, et donc qui a été un peu remise pour passer. Et alors, on a commencé à voir cet espace qui était mort vivre. Et on avait, donc des gens se sont mis à marcher là mais aussi à pique-niquer, à jouer, à se rencontrer, à discuter. En fait, cet espace est devenu vivant. Et on a vu même des gens qui ont commencé à faire des barbecues. Alors, il faut savoir que le barbecue, les Belges adorent ça, mais c'est interdit de faire ça à Bruxelles dans l'espace public. Donc, on ne peut pas faire cette tradition dominicale réunionnaise de faire un barbecue dehors. Mais là, comme c'est un espèce d'endroit entre des routes et un parking, et en fait, c'est devenu une zone où on pouvait un peu se réapproprier cet espace. Et pour moi, là, le pari était réussi, quoi, de recréer un truc, mais et qui venait des gens. Là, je vous montre, ça c'était en 2017, donc avant que ce banc soit construit. Donc on voit à droite le parking de voitures dans l'allée de Platane, les voies de tram, les voiries et tout. Donc en plus, il se passe des choses un peu glauques parfois dans ce parking, on ne sait pas trop, hein, mais donc voilà, c'est pas un espace qui était très habité. Là, c'est quand il y a eu le banc. Entre-temps, on peut voir qu'ils ont fait aussi une piste cyclable. Mais surtout, on voit qu'il y a des gens un peu, et en plus, c'est même pas l'été, mais il y a des gens qui commençaient à marcher sur cet espace qui n'était pas utilisé. Et en 2020, le banc est parti, puisque c'était un banc temporaire. Mais ils ont quand même gardé une espèce de coulée d'asphalte orangé qui n'était pas parking. Donc, en fait, en Belgique, il y a un truc on parle de bruxellisation à Bruxelles, mais il y a aussi une espèce de tradition en Belgique, ça s'appelle le compromis à la belge. C'est un peu, on essaye de mettre tout le monde d'accord, mais en fait, voilà, donc ça donne un truc où on veut récupérer un peu d'espace pour les habitants. Donc, on va enlever une petite partie du parking, mais il faut qu'en fait, 2 mois par an, il y a une foire qui vient s'installer. Et donc, il faut qu'elle puisse s'installer. Donc, on ne va rien mettre. Donc, on a juste coulé un morceau d'asphalte. Mais donc, ce qui se passe, c'est que c'est devenu un espace entre deux. Donc, il n'y a plus la vie qu'il y avait avant, mais quand même, il y a un peu d'espace public pour ceux qui nous sont pour les citoyens. Et le compromis à la belge, c'est assez typique et ça donne des projets un peu mous, mais ça donne aussi des zones dans lesquelles nous, on arrive à faire nos projets, puisque c'est dans ces interstices d'attente ou de marge qu'on arrive à trouver des espaces. Euh, Après, il y a aussi, donc là, je voulais montrer aussi cette image, c'était la dérive un peu de l'espace public. Une fois qu'on veut le rénover, en fait, quand on fait des éléments, des choses temporaires,
il y a parfois le politique qui s'en empare en disant ouais, ça a été une réussite, maintenant on va faire un super projet tout propre, tout bien, et ce sera beau, et on va planter 3 arbres avec une grande place. Et moi, je trouve que parfois, il faut laisser la spontanéité des choses, parce que quand on fait des espaces comme ça, et j'ai fait des études d'urbanisme, donc je vois bien comment on est formé, on fait parfois des espaces super stériles parce qu'on veut les faire rendre multifonctionnels. Donc, il faut qu'il puisse y avoir un marché, un cinéma et des parties de foot. Et donc, on fait une grande dalle vide. Et donc, c'est des espaces qui deviennent impersonnels. On ne peut pas vraiment se les approprier. Et ils sont interchangeables et ils ne sont pas liés au milieu dans lequel ils sont implantés. Et ça, ben, c'est un peu la dérive, je dirais, le côté multifonctionnel. Et avec Clément, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de porter notre attention sur le milieu dans lequel on est et de le rendre particulier et de se l'approprier. Donc là, ben, voilà, je voulais un peu montrer le côté appropriation personnelle de ces espaces personnels par les gens et la dérive de politique qui s'en empare et qui en fait un lieu propre et finalement pour les citoyens dans lesquels ils ne se reconnaissent pas forcément. C'est pas systématique, mais c'est une dérive. Voilà un dernier projet où là, je suis toute seule là sur le coup. C'est rare, c'est très rare. Je crois que c'est le seul projet que je fais seul, qui s'appelle Coin sombre, qui est en fait une visite donc, qui vient d'un besoin, d'un besoin d'expérience. Facile, hein. Mais de, voilà, d'une collection qui vient en fait d'une collection d'espaces sous-éclairés à Bruxelles la nuit. J'ai commencé à faire ça, à faire des dérives nocturnes, des dérives avec le protocole suivant. Je m'endors à 10 heures du soir, 22 heures, je me réveille à 1 heure du matin, je vais marcher tout de suite dans la ville euh, pendant 3-4 heures à peu près, et je rentre avant l'aube, sur les coups de 5 heures du matin, et je me recouche et me réveille à 10 heures pour aller au bureau. Et dans ce laps de temps, je fais une collection. C'est-à-dire que j'essaie de me laisser aspirer par les endroits les plus sombres la nuit dans Bruxelles et de les noter, de les reporter sur un petit carnet. On a des endroits où viennent s'entasser les déchets, toutes sortes de trucs. Des endroits qui intéressent vraiment plus personne pour le coup. Ou vraiment oubliés, quoi. D'ailleurs, s'ils ne sont pas éclairés, c'est qu'ils sont déjà oubliés, quoi. Ils n'ont pas été mis en lumière. Bruxelles et la Belgique, c'est, je crois, le pays le plus éclairé d'Europe. Ça se voit quand on regarde vue du ciel, quoi. Et Bruxelles, il y a vraiment des lumières partout. Donc, c'est aussi ce contexte-là. C'est un projet qui est très local, qui ne pourra sûrement pas fonctionner partout dans toutes les villes, quoi. Et, et c'est ce qui était intéressant aussi. Et alors, c'est vraiment se confronter à ce qui fait peur, quoi. Donc, parce que dans notre culture, le sombre, c'est lié à vraiment la peur, donc la nuit, tout ça, quoi. C'est vraiment, il faut éclairer pour sécuriser, quoi. Et donc, tout l'enjeu de mon c'était vraiment d'aller, parce que moi aussi, j'avais peur en allant dans ces endroits. Mais c'était tout ce que je voulais, c'était foncer dans mes peurs, quoi. Aller vraiment expérimenter vraiment l'angoisse de ces peurs. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on capte vraiment la différence entre sécurité réelle et sécurité perçue. Parce que si j'ai peur, c'est parce que je pense que cet endroit ne va pas être sécure. Alors qu'en fait, une fois que je suis dedans, j'ai plus du tout peur. En fait, ces zones, elles sont plutôt des zones de protection. Il ne se passe rien, en fait. Je suis dans l'endroit et j'y reste 3 minutes et je suis bien, en fait. Il ne se passe rien, quoi. Je ne suis pas en danger. Voilà. Après, évidemment, ça pose des tas de questions politiques. J'en ai fait une carte, mais je termine sur ces questions politiques parce que par exemple, j'ai bien conscience que en tant que femme, en tout cas à Bruxelles, ça serait beaucoup plus, c'est pas possible de faire ce projet, quoi. Parce que l'espace public nocturne n'est pas accessible aux femmes pour plein de raisons, quoi. Par rapport, voilà, c'est culturel, mais
Donc, c'est un projet aussi qui interroge ça, quoi, cet accès à la ville la nuit, quoi. Donc, j'en ai fait une carte sur laquelle j'ai répertorié tous les coins que j'avais repérés. Donc, j'ai fait 2 sessions, une en 2016 et une en 2021, avec plusieurs quartiers de différents de Bruxelles. Le 2016, c'est le centre. Là, c'est un autre quartier, plus dans le sud. Et voilà, j'ai fait des invitations. Alors au début, j'ai fait des invitations très sauvages. Comme c'était vraiment des endroits marginaux, des endroits en marge, je me suis incrusté dans le Kunsten Festival des Arts. C'est un très grand festival de danse et de théâtre à Bruxelles. En imitant leurs plaquettes leurs plaquettes un peu de com, quoi, de programmation, en leur faisant à la main et en intégrant ma promenade des coins sombres dans leur programmation. Et alors j'allais distribuer ça en marge un peu du Kunsten Festival des Arts, puisque ce sont aussi des espaces en marge. Voilà, c'était pas dans le Festival des Arts, le Kunsten Festival des Arts, mais à côté, pas loin, parce qu'on ne visite pas les monuments historiques ni les monuments voilà, les touristiques, on visite plutôt ce qui est juste à côté, quoi, ce qu'il y a dans l'angle, dans l'ombre du monument. Et donc, j'emmène des gens. Alors, c'est ma pancarte de rassemblement, quoi, parce que je donne des rendez-vous à minuit. Je donne rendez-vous à minuit dans un point de départ, quoi, dans un petit coin sombre de la ville. Et ils ont mon numéro de téléphone, ils peuvent me contacter s'ils sont intéressés. Et la jauge est comme c'est des très petits endroits, c'est pas plus de 4, 5, 6 personnes, quoi. J'aime que ça soit vraiment dans un espèce de truc très, très petit. Après, ça vient, après, je suis vraiment une sorte de guide comme ça, quoi. Et les gens doivent me suivre, une sorte de promenade, visite guidée expérimentale. Et donc, les gens me rejoignent à minuit. La promenade se termine vers 2 heures du matin, elle dure à peu près 2 heures, où on visite une série de 8, 9 coins sombres que j'ai repérés. Et ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand je fais mon repérage, quand je me réveille, juste avant d'aller marcher, faire mon repérage, j'écris. J'écris vraiment au réveil. J'écris sous l'influence du sommeil. J'aime pas dire que j'écris mes rêves, parce que les rêves, c'est pas de l'écriture, quoi. C'est des images, on peut pas écrire un rêve, quoi. Un rêve, c'est impalpable, quoi. C'est vague. Et donc, j'écris sous l'influence du sommeil. Euh, et ce que j'écris d'ailleurs, c'est au réveil. J'écris au réveil. J'écris probablement inspiré par mes rêves, mais pas forcément d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, quand on écrit un rêve, personne ne pourra venir contrôler que c'est ce qu'on a bien rêvé. Donc j'aime bien cette confusion aussi, quoi. Et cette mise en situation d'écriture, comme ce qu'on a fait avec Chloé, écrire dans un trou, dans un nid en matelas au milieu du marché de Noël. Donc, on part dans la nuit et les gens me suivent et je récite ces textes. C'est au mégaphone, on va le voir peut-être après, quoi. Donc, j'aime bien l'outil du mégaphone. On le voit un peu là, le mégaphone qui est un outil de revendication, sauf que moi, je chuchote des textes très lentement et je chante des berceuses. Voilà, c'est une espèce de manifestation molle et douce qui propose une sorte d'hypnose. La marche, il peut y avoir quelque chose d'hypnotique comme ça dans la marge. Cette idée de lire, elle est venue aussi de lire ces textes-là. Elle est venue aussi du fait que je voulais capter l'attention. Je voulais que les gens qui me suivent écoutent, soient attentifs. Mais je ne voulais pas dire au début de la marche, ah oui, surtout, il ne faut pas parler. Parce que moi-même, je sais que quand on me dit il ne faut pas parler, j'ai qu'une seule envie, c'est de parler après. Et donc, je voulais induire ça aussi subtilement que possible. Et donc, ces textes-là que je lis de manière très lente, en faisant de grands espaces, ça permettait de capter l'attention et de bercer les promeneurs dans une sorte d'hypnose pour qu'ils aient une écoute et une attention, ou en tout cas une immersion dans ce rêve un peu nocturne. Euh, j'aime bien ce contraste entre ce côté très dur, en fait, très violent, en fait, d'aller dans ces peurs, d'aller dans des endroits très, très sombres voilà, qui sont un peu désertés du, voilà, des sentiers communs de la ville.
et de la confronter ça aux rêves et aux berceuses pour toujours une fois bercer la ville. Ça, c'est la carte quand on l'ouvre. Elle est totalement blanche parce que elle doit être rechargée à la lumière, en fait, pour pouvoir être lue ensuite dans le coin sombre prochain. Voilà, donc, elle est phosphorescente. C'est pour ça que il faut vraiment aller dans le coin sombre pour pouvoir lire les emplacements de la carte. Alors, c'est une carte qui est un cheminement, qui est plus le tracé d'un cheminement qui est plus ou moins calqué sur le plan de Bruxelles, mais c'est comme, pour moi, en fait, l'espace change en fonction de la lumière du jour, on va dire, en fonction du soleil et de la nuit. L'espace de la nuit, c'est plus le même espace. C'est un autre espace à découvrir. C'est un autre pays, comme ça, à découvrir. On bascule dans un autre pays. Et donc là, c'est presque la carte de l'explorateur. Je montre sur cette carte que les endroits dans lesquels j'ai été, que j'ai pu explorer, quoi. Mais il reste plein de zones, euh, euh, encore plein de terra incognita, comme ça. Et j'indique à chaque fois des petits indices sur l'emplacement de ces lieux pour qu'un quelqu'un qui, parce que je les vends après ces cartes, et pas cher, 5 balles, et que quelqu'un qui puisse aussi, lui, aller tout seul dans la nuit, se faire son petit tour de coin sombre. Voilà, donc les zones qu'on traverse, ça rejoint effectivement donc des zones un peu, les zones dont on parle depuis le début. C'est ce qui fait que nos pratiques se rejoignent aussi avec Agathe là-dessus, quoi. C'est ce côté-là, quoi. Un dernier projet pour clôturer un peu cette présentation qui est aussi complètement collectif. Nous, on n'est pas du tout dedans, on participe, participe, mais pas du tout depuis ses débuts de sa création, puisqu'il a commencé il y a 10 ans. Mais tu continues. Donc c'est je sais même pas si on peut dire que c'est un projet, mais en tout cas donc c'est le Carnaval sauvage de Bruxelles. Ça existe depuis 10 ans et c'est comme son nom l'indique un carnaval sauvage. C'est pas organisé et sont auteurs ceux qui participent. En fait, à la base, c'est parti d'un petit groupe de gens qui occupaient un bâtiment et qui, en raison de nouveaux projets immobiliers, se sont fait gentiment dégager. Et ils ont décidé de symboliser le fait que des lieux mouraient, mais que eux restaient vivants. En commençant ce petit carnaval, ils étaient 50, et puis chaque année, ça a pris de plus en plus d'ampleur à tel point que jamais, on ne sait même plus qui c'est. Ils sont, il y a, ça n'appartient plus à personne. C'est juste tout d'un coup, ça arrive à une date et il y a des gens qui se retrouvent et se masquent et se retrouvent dans l'espace public et pour se le réapproprier. Ce carnaval, on le fait donc on a avec des costumes qui sont issus. Il y a peu de règles sur ce carnaval, mais les costumes sont issus de trucs qu'on trouve, de trucs qu'on récupère, on n'achète rien. Et c'est pas un carnaval qu'on regarde défiler, c'est un carnaval dans lequel on se met, dans lequel on se masque et on devient anonyme et personne sait qui est l'autre. Et donc on rentre un peu dans une sorte de transe parce qu'on est dans son costume, on est dans son masque et c'est accompagné d'une bande enfin d'une bande même de gens qui viennent avec leurs percussions. Donc c'est assez tribal et on se déguise pas en Mickey ou le costume est aussi assez sauvage comme on peut voir. C'est voilà par exemple là c'est des récupes de canettes et des récupes de chaussettes je pense. Oui oui la Jupiler. Euh, alors, ce carnaval, en fait, il part toujours symboliquement de la place des Marolles, qui est dans le centre de Bruxelles, et euh, on traîne en justice dans ce carnaval le promoteur immobilier et sa fidèle compagne, la bureaucratie, donc encore un combat bruxellois
dans les Marolles, de nouveau aussi un quartier populaire où justement on va faire cette procession avec le promoteur immobilier, parce qu'il y a eu il y a longtemps la bataille des Marolles. Et donc, on les promène. Donc, là, c'est de nouveau les costumes. Il y a un procès au début du carnaval avec la justice qui vient frapper le promoteur immobilier. Et à la fin, ce promoteur immobilier et la bureaucratie sont brûlés dans un grand feu qui a lieu dans l'espace public. Et les gens, souvent, donc ça commence l'après-midi et ça dure toute la nuit. Il y a une procession, et donc ce grand feu aussi, à la fin, on finit par brûler son costume. Voilà, on l'abandonne. Et c'est un carnaval sauvage où il y a pas de police qui est prévenue, il n'y a rien qui est organisé. Ça arrive comme ça. Et il y a eu des années où ça a été un peu chaud, mais cette année, par exemple, ça s'est très bien passé. Mais c'est un carnaval autonome où chacun est responsable. Et l'idée, c'est de ne pas cadrer, c'est que ça reste sauvage, qu'on s'empare sauvagement, mais de manière libre de l'espace public, que ce soit une sorte de réappropriation et d'en créer aussi un refuge de liberté où on peut s'ennuyer, où on peut faire, mais en respectant tout ça. Enfin, en se respectant les uns les autres. Hein. Voilà, ça c'était une petite ouverture de nouveau, d'appropriation un peu sauvage. Je voulais juste rajouter un truc par rapport au fait que ce soit sauvage, c'est que oui, il y a eu des fois où ce côté de brûler sur la place publique, là dernièrement on l'a brûlé, enfin le promoteur ont été brûlés vraiment juste en face du palais de justice de Bruxelles, quoi. Et on a pu faire un feu comme ça et ça a été toléré. Là, il n'y avait pas beaucoup de flics cette année, mais il y a eu des fois où il y a eu plus d'interventions policières. Euh, et je crois que le prétexte à chaque fois, c'est que de la sécurité, en fait. C'est de dire, ah oui, mais c'est dangereux le feu parce que quelqu'un risque de se brûler. Mais justement, en fait, ce qui est indiqué dans la communication les collectifs qui accompagnent le carnaval, c'est que chacun est responsable de soi-même et de ses enfants, quoi, dans ce carnaval. Si tu te brûles, ben, c'est ton problème. Tu iras te soigner après. Tu vas pas. Ça arrive en fait, quoi. C'est aussi l'expérience de la vie, quoi. Et c'est aussi de défendre ça, quoi, de défendre de défendre l'enfermement, les restrictions sous prétexte toujours plus de sécurité. Et donc c'est affirmer ça. Oui, ça c'est ce qu'on propose demain. Mais voilà, bah, donc, là, notre conférence se termine. Mais demain, on fait une autre expérience qui sera aussi un échange, mais plus par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu déjà repérer en se promenant à l'île de la Réunion, les questionnements qu'on s'est posés, lesquels vous êtes toutes et tous invités. Mais ce qu'on voulait aussi, peut-être avec le fait de montrer notre travail, c'était avoir un peu vos réactions en fait, par rapport à ce qu'on a montré. Et parce que nous, on voulait aussi savoir comment ce qu'on fait, nous, à Bruxelles, peut rentrer en résonance ou pas avec des questionnements liés à l'île de la Réunion, en sachant que on, on avait cette idée d'essayer de construire un projet participatif sur l'île de la Réunion, un peu dans le même esprit dans le même esprit dans lequel on réalise nos projets jusqu'à présent. Demain, il y aura déjà une première expérience proposée. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des questions et aussi, surtout, voilà, ce côté-là, comment, on a aussi une question, nous, c'est comment ce qu'on présente peut rentrer avec des questionnements liés à ce territoire. Oui, ça marche bien. D'abord, je voulais vous remercier parce que j'ai pris une claque, comme on dit, parce que c'est franchement, enfin,
en fait, vos deux travaux présentés, puis l'un puis l'autre, en fait, c'est très intéressant parce que, par contre, j'ai pas. Ah oui, c'est Agathe et Clément. Parce que Agathe, toi, tes projets, ils s'ouvrent plus en fait sur un plan très très large, tandis que, enfin, toi, Clément, du coup, c'est un peu plus restreint. C'est à celui qui va venir en fait s'intéresser puis interroger. Et en fait, j'ai trouvé que bah, je comprends pourquoi vous faites cette conférence à deux, parce que ça concorde très bien. Mais j'avais une question. En fait, j'ai un peu, c'est pas que j'ai tiqué, mais c'est que je me suis posé des questions au niveau du projet de la lanterne férale. Parce que en fait, je me suis demandé quel a été, on voit un petit peu dans la vidéo, mais quels ont été en fait les contacts avec les gens. Est-ce qu'il y avait peut-être parfois en fait, enfin, je dirais pas parce que je me suis pas imaginé ça. Moi, j'aurais croisé, enfin, je serais allé, enfin, je serais allé voir, etc. Mais est-ce qu'il y avait une espèce de forme de peut-être vu que c'était aussi plongé dans cet espace-là, de moquerie ou comment dire, de jugement un petit peu par rapport à ce que vous présentiez? Il n'y a pas eu vraiment de moquerie, mais du jugement, oui. C'est-à-dire que oui, ça a dérangé certaines personnes. Il y en a qui appréciaient beaucoup, qui étaient très curieux, d'autres qui avaient peur, et d'autres qui étaient. Ça a fait tâche un peu. Mais nous, on l'assumait, hein, ce côté, hein. Et c'est pour ça qu'à la fin, mais on nous a demandé de partir, mais très gentiment. En fait, on avait l'autorisation. Et ça tombe bien parce qu'ils nous ont demandé de partir au moment où on avait décidé de partir de toute manière. Euh, C'était les vigiles du marché de Noël qui avaient décidé ça parce que ça collait clairement pas avec l'image, quoi. Là, il y a tout de suite l'image du sans-abri, par exemple, qui est pas bienvenue, qui dérange, des choses comme ça. Et le rapport au sans-abrisme, on en a bien conscience, nous, mais c'est aussi, tout comme Wildlife, aller camper dans des friches, c'est pourquoi ne pas le faire, quoi, en fait. Si tu le choisis, si tu as envie d'aller dormir dehors et que c'est possible, bah, pourquoi ne pas le faire, quoi, si, enfin, on ne t'embête pas quand tu vas camper en forêt, quoi. Alors pourquoi pas en ville, enfin, c'est ça aussi ce rapport à l'espace. Et donc il y a un côté culturel aussi après, quoi, et peut-être aussi même politique, de sorte de cordon sanitaire aussi dans les modes de vie. Euh, et donc, voilà, parce qu'il y a une grande différence entre quand tu choisis d'aller dormir dehors parce que tu as envie et quand tu le subis. Mais malheureusement, la plupart des sans-abri à Bruxelles, en tout cas, le subissent, quoi. Mais ça n'empêche pas que si tu le choisis, pourquoi ne pas le faire? Enfin, merci beaucoup, parce que du coup, c'est très clair. Et puis, je me suis moi-même, enfin, j'ai moi-même réfléchi justement même à cet aspect-là de qu'est-ce que ça pouvait dire, justement. Enfin, justement, cette présence et puis même le jugement. Et puis même de démocratiser, justement, enfin, démocratiser, mais d'ouvrir comme ça à ces questionnements et de qu'est-ce qu'ils peuvent, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre. Justement, enfin, sur la question des sans-abri et puis même sur la question enfin, des espaces publics, comment les gens maintenant se rencontrent dans les espaces, etc. Et c'est pour ça que, enfin, merci d'avoir répondu à ma question et puis merci pour la conférence, enfin, le projet, quoi. Bonsoir. D'abord, bah, merci pour la conférence. Et je voulais vous demander, enfin, j'avais une question par rapport au projet sur les coins sombres. Est-ce que vous n'avez pas eu des appréhensions par rapport aux personnes qui pouvaient vous accompagner justement, ou si eux-mêmes ils n'avaient pas eu des appréhensions? Parce qu'au final, quand on ne connaît pas réellement quelqu'un, bah, je voulais juste demander si ça pouvait pas faire peur parfois. Non, j'ai jamais eu peur, non, de qui allait venir. Euh, Après, je dois avouer que comme c'était des réseaux de diffusion très expérimental au début, euh, enfin, j'étais super content déjà s'il y avait quelqu'un qui m'appelait n'importe qui, quoi. Donc, j'avais pas peur parce que des fois, il y a eu parfois une personne qui venait. Euh, et j'ai pu des fois ressentir un peu une sorte de malaise chez les visiteurs qui ne s'attendaient pas forcément à ça. Mais dans ce cas-là, j'essaie de trouver un moyen de se mettre en confiance où ça se sent vite. Et puis, la mise en confiance, elle se rattrape vite par une petite discussion, petite précision. Aussi, je dis toujours aux gens aussi, ben, vous pouvez me suivre et vous pouvez abandonner à n'importe quel moment.
vous êtes, voilà, enfin, vous êtes, vous faites ce que vous voulez, quoi. C'est tout le temps gratuit. Enfin, je demande jamais d'argent pour ça. Mais bon, parfois les promenades ont été soutenues par des différentes structures. Mais voilà. Ok, merci. De rien. Il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, hein. Clément et Agathe ont dit aussi que les commentaires étaient possibles. Oui, c'est ça. Par exemple, peut-être c'est les... Non, oui, moi, j'avais des questions sur quel est par rapport à ce qu'on présente, quel est le rapport pour vous qu'il y a à l'espace public à La Réunion? Est-ce que c'est un espace dans lequel vous pensez, enfin, dans lequel tout le monde est-ce que c'est un espace réellement commun? Est-ce que, par exemple, la femme a autant sa place que l'homme? Est-ce que c'est un espace partagé? Est-ce que c'est un espace de liberté? Ou est-ce que c'est un lieu de passage? Est-ce que des projets comme on fait pourraient exister ici? Et, oui, enfin, oui, enfin, j'avais des questions, voilà, comme on disait, est-ce, comment nos projets résonnent pour vous par rapport à ce qui se passe ici? Oui, par exemple, juste on a déjà remarqué beaucoup à Rivière-des-Galets, au port, des petits endroits, comme disait Agathe, où il y a des gens qui sortent une chaise et qui se mettent ici pour discuter. Et ça, je sais que c'est des choses qu'on, par exemple, on voit pas trop à Bruxelles, donc on était très intéressés par ces endroits-là. Un, deux, trois, et ça marche. Euh, Par rapport à, par exemple, ces personnes qu'on retrouve en bord de route, c'est souvent c'est culturel. Pardon. Et moi, j'appelle ça les tontons la route. C'est-à-dire, c'est souvent, ils sont là, ils sont souvent retraités à surveiller un peu le chemin et on le retrouve tout le temps dans les quartiers, en bord du chemin, sous un pied de bois. Et on le retrouve souvent dans les îles parce que moi, par exemple, personnellement, je l'ai vu aussi à Maurice et mon grand-père le faisait. Il était ancien taximan retraité. Bah, il y avait ses amis, la famille qui étaient dans le quartier et ils se retrouvaient à jouer, à jouer ensemble, à parler, passer le temps en fait. Et le soir, ils rentraient. Et si on vient au sujet de vos productions qui se met à Bruxelles, si on le calque ici à La Réunion, c'est vrai que les productions artistiques vont être plus dans les domaines de galeries et espaces d'exposition, mais pas beaucoup dans les rues, à part tout ce qui est street art, donc de la danse, la performance hip-hop ou les graffitis, mais on va pas avoir des concepts euh,